Détour, Madeleine Caboche. Il y en a encore, il y en a plus des places pour Stromae au Paléo de Nyon. Ça fait rien, on va en profiter pour s'envoler. On a quasiment été tout de suite dans l'avion en ce début d'émission. Nous allons nous envoler, ou en tout cas faire semblant de voler avec EasyJet. EasyJet, figurez-vous que c'est tout simplement le titre du petit livre orange qui va nous occuper en ce début d'après-midi. Ça raconte l'aventure de la compagnie low cost, d'une part, en la resituant dans l'histoire de l'aviation, mais surtout en observant comment le low cost, et en particulier la compagnie Orange, a fait de nous des moutons voyageurs. Alors l'auteur de ce livre, c'est Alexandre Friedrich. Il est accessoirement cycliste, philosophe, baroudeur, écrivain, et ça nous fait du bien de le lire parce que on se dépêche de prendre EasyJet pour aller aux quatre coins du monde, parce que aux quatre coins du monde de l'Europe en tout cas, parce que c'est moins cher, mais on râle et ça nous fait du bien de lire ces quelques réflexions au vitriol. Nous, les voyageurs, nous ronchonnons dans les files d'attente de l'aéroport, fâchés de devoir enlever la ceinture, les chaussures, c'est humiliant, agacés d'être serrés comme des sardines dans l'avion, à peine la place des jambes, sauf qu'il faut payer encore plus si on veut pouvoir les allonger. On ronchonne et pourtant on est docile parce que, ma foi, bien sûr, c'est moins cher que le train. Et en plus, quand on veut râler, on ne trouve personne en face, pas de numéro de téléphone EasyJet pour dire que si, que ça, impossible. Donc je vous le redis, on déguste avec saveur ce livre d'Alexandre Friedrich, même si je le redis, il le dira lui-même, c'est pas tout à fait une charge, c'est pas non plus un essai sociologique, c'est juste un petit moment de défouloir pour nous. On le retrouve Alexandre juste après cette chanson d'Higelin. Je sais que ça vous est plus ou moins égal de savoir que je me languis de vous. Je m'en fous, nous ne sommes que de poussière d'étoiles égarées dans l'infiniment flou. Vous, sur votre île, perdu en mer, moi, perdu entre ciel et terre, tous deux plongés dans le miroir de nos pensées amères. Je sais que vous ne voulez plus rien savoir de quand, où et comment nous pourrions nous revoir. En attendant, je voyage au pays des nuages, où dans un ciel d'enfer, je revois votre cher visage. Fiévreux devant l'aérogare où nos baisers d'adieu disaient ce n'est qu'un au revoir. Dans la cabine pressurisée, je vous imagine sublime et nu dans la piscine, alors que moi, secoué dans le shaker géant du grand barman de l'univers, je me sens d'humeur à rendre l'âme. Vous n'auriez plus à prendre ombrage d'avoir à subir tous mes outrages. Le corps et l'âme en décalage auraient votre île, perdu en mer, moi, perdu entre ciel et terre, tous deux éperdument déçus de s'être fait avoir. J'espère de vous à moi qu'il n'est pas encore trop tard pour trouver le temps de se revoir et s'émouvoir et ne jamais plus nous décevoir.
c'est toujours bien, Higelin. L'Alexandre Friedrich, qui décrypte les us et coutumes de la compagnie Orange, est un grand voyageur. Il a beaucoup déménagé dans sa vie, Helsinki, Madrid, Mexico, Hanoï et j'en passe. Depuis quand est-ce que vous voyagez en avion, Alexandre ? Alors, la première fois, c'était, je crois, je suis sûr que c'était quand j'avais 6 ans, là, je cherchais l'année, donc ça fait 1972, pour Helsinki. Qu'est-ce que vous alliez faire à Helsinki ? Alors, je suivais mes parents, bien entendu, à l'âge de 6 ans, encore que les gens voyageaient un peu seuls déjà à l'époque, vous savez, avec une hôtesse qui veillait sur vous. Non, c'était évidemment pour accompagner la carrière professionnelle de mon papa. Vous avez un souvenir de ce voyage-là à 6 ans ? Alors, celui-ci, non, mais sachant qu'on revenait sur la Suisse 2-3 fois par année, oui, vraiment. D'ailleurs, j'en fais mention dans le livre pour comparer la façon dont on voyageait autrefois et celle qu'on a de voyager aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le souvenir qui revient de ce moment-là, ces allers-retours après 6, j'imagine, jusqu'à quel âge vous restez là-bas ? Alors, jusqu'à l'âge de 12 ans. D'accord. Donc là, il y a des souvenirs concrets. Il y a le plaisir, il y a le moment du décollage, il y a l'excitation. Il y a l'excitation de l'enfant que j'ai retrouvé avec mes propres enfants pour tout ce qui est mécanique, l'envol et ainsi de suite. Mais il y a surtout un certain confort en cabine dont on parle aujourd'hui que par défaut. Et là, c'était pas défaut, c'était bien réel. Alors, on rappelle comment c'était pour les tout jeunes qui n'ont pas vécu ça. D'abord, c'était pas plein. Ensuite, c'était... Ça, c'est important, parce qu'on se disait toujours qu'on allait pouvoir s'allonger, on allait pouvoir poser... On pouvait s'allonger, d'ailleurs. Bon, il est vrai que les classes étaient mieux distinguées qu'aujourd'hui, elles étaient aussi plus nombreuses, il y en avait 3. Bon, c'est encore le cas sur les transatlantiques. Mais il est vrai aussi, et ça on le sait moins, que les prix de la première classe étaient encore abordables, peut-être pas pour tout le monde, mais abordables, ils l'étaient. On avait beaucoup moins de sièges dans l'avion. Les avions n'ont pas tellement changé, donc ça signifie beaucoup plus de place, d'où le confort accru. Et puis on vous servait à manger. Sur assiette parfois. Fantastique. Avec quelquefois du tissu même comme serviette. Ouais, alors je me souviens aussi, ça c'est pour préciser le regard de l'enfant, que j'étais extrêmement déçu. Les films ne fonctionnaient jamais. Et je crois que voir un film à 10 000 mètres d'altitude pour un enfant, c'est vraiment formidable. Et les hôtesses se battaient avec cet écran rétractable. Ça n'a jamais marché quand même. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film en entier. Alors qu'aujourd'hui, on est chacun isolé devant son petit écran. Tout à fait. Donc je reprends cet enfant qui voyage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur ces regrets qu'on peut avoir avec ce temps perdu, oublié ? Donc la place, à manger correctement sur assiette. On peut fumer, mais enfin ça vous concerne pas vraiment. Évidemment, il y a toute la préparation au vol, qui aujourd'hui est fastidieuse, et qui l'était pas tellement parce que l'aéroport autrefois avait pour modèle la gare, donc on y entrait, on en ressortait assez vite, et en fait on s'acheminait vers l'avion sans grands obstacles. Alors comment c'est parti cette idée de faire ce petit livre, Alexandre Friedrich ? Il y a surtout l'idée que EasyJet est une sorte d'incubateur commercial, c'est-à-dire bien au-delà du phénomène du transport. Et d'ailleurs, c'est important ce mot de transport, parce qu'à mon sens, on n'est plus dans le voyage, on est vraiment dans le transport. Bien au-delà, il y a une approche commerciale qui permet à la compagnie de récupérer en amont et en aval toutes sortes de marchés. Alors, si on n'y prête pas garde, on part de l'idée que débarquant, je reprends Barcelone, c'est un peu commun, voilà comme exemple, débarquant à Barcelone, dès lors qu'on quitte l'aéroport, on n'est plus du tout dans le schéma du low cost. C'est en partie faux parce que EasyJet, avec son intégration via l'internet de toute la procédure du voyage, en fait, vous capture vraiment son client. Et il est fréquent qu'on utilise ensuite une voiture, recommandée par EasyJet, qu'on aille dans un hôtel, recommandé par EasyJet, qu'on visite d'une certaine manière la ville de destination parce qu'EasyJet, dans son magazine, à travers son site, et ainsi de suite. Et donc, on a vraiment un voyage qui est calibré. C'est assez bien fait parce que c'est pas évident, mais c'est le cas. C'est une des choses qui vous effraie ? Alors moi, il y a beaucoup de choses qui m'effraient. Mais il y en a une particulièrement, et c'est peut-être la métaphore qui permet de lire en creux le texte, c'est celle de la ville-aéroport. C'est-à-dire que, pour dire 2 mots de l'expérience telle qu'elle s'est déroulée et a permis l'écriture du livre, d'abord je suis parti sans programme d'écriture, ce que je fais d'ailleurs toujours quand je commence un livre. Mais là, concrètement,
prenant place à bord du premier vol, j'ouvre ma tablette, je prends quelques notes, donc je sais pas du tout si ça peut aboutir. Ensuite, s'enchaînent 17 vols sur 20 jours. J'ai quand même fait quelques pauses. Et puis, le texte est terminé. Là non plus, je ne sais pas encore s'il va vraiment devenir un livre. Texte-livre, c'est pas la même chose. Je quitte le dernier avion, donc 20 jours plus tard. Le texte est là. Et je suis, hormis les 3 jours que j'ai mentionnés de pause, de pause, on dit pas pause, enfin, j'ai pas quitté les aéroports. Alors, cette ville-aéroport, c'est évidemment l'aéroport comme ville. Bon, mais là, on fréquente tous des centres commerciaux, donc on voit à peu près de quoi il est question. Mais c'est aussi les villes elles-mêmes, nos vraies villes, nos villes européennes, que ce soit Londres, Athènes, ce qu'on voudra, qui sont de plus en plus organisées comme des aéroports. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on n'est pas, est-ce que une pléiade de personnes bien intentionnées certainement, mais qui ne reculent pas devant un certain esprit de la recherche, ne sont pas en train de se demander si ce qu'on organise pour nous dans les aéroports ne pourrait pas devenir un modèle pour ce qu'on organiserait pour nous dans les villes à l'avenir. Mais si on précise cette pensée, Alexandre Friedrich, donc la ville bâtie sur le modèle de l'aéroport, ça voudrait dire quoi par exemple ? Alors je fais un tout petit détour pour dire que j'ai voyagé pour la première fois dans l'Ouest américain assez récemment et j'étais surpris de constater que ce qu'on m'avait raconté est bien réel, à savoir que l'espace public a en partie disparu. Vous savez que les centres commerciaux dans les petites villes américaines contrôlent tout le centre de la ville. Or, ça veut très clairement dire que le centre de la ville, désormais, est privé. Et on a quelque chose d'équivalent qui à mon sens, s'accélère. En Europe, on peut prendre Paris sur un quartier connu comme le quartier des Halles. En grande partie, on ne le sait pas, c'est un espace privé. Et donc, qui tombe pas sous le coup de la loi, mais de règlements privés. Or, l'aéroport, c'est précisément ça. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a encore une dimension, on l'a dit tout à l'heure, avec les douanes, la police, etc. Mais c'est en grande partie une sorte de cauchemar climatisé, quoi. Et le problème, c'est que dans les villes, peu à peu, on s'achemine vers ce type de modèle, de déplacement. Vous voyez, le déplacement des personnes, par exemple, j'en dis quelques mots dans le livre, il est très contraint, on le sait tous. On entre dans un aéroport, non pas là, pour aller à droite, il faut d'abord aller à gauche, pour aller à gauche, d'abord à droite, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui trouve ses répliques dans les villes tous les jours. Mais ça veut dire que, au fond, on a l'impression, en voyageant avec le low cost, d'être libre, de voyager, de découvrir l'Europe. Et au fond, cette liberté, on nous la vole de plus en plus. Ouais, alors là, c'est vraiment le paradoxe. Là, vous mettez le doigt sur peut-être la question que sert à poser le livre. C'est qu'en effet, on va vite partout. Puis ce partout, c'est bientôt le même endroit, toujours, et puis c'est bientôt potentiellement nulle part. Et ça, c'est assez terrible. Il y a un phénomène de vitesse parce que, comme j'explique à un certain moment du texte, au fond, les avions ne volent pas plus vite qu'il y a 20 ans, 30 ans, ou en tout cas, c'est négligeable. En revanche, comme ils coûtent moins cher, nous, on se déplace beaucoup plus vite et de façon plus régulière. Et ça a un prix. C'est-à-dire qu'évidemment, le prix, c'est la réduction de l'espace. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous prenez l'Espagne et la Suisse, vous supprimez la France, puis vous les mettez côte à côte. Entre deux, il y a un aéroport. Voilà. Ou un avion, plutôt. Vous allez même jusqu'à dire dans votre livre EasyJet, Alexandre Friedrich, que un jour, on ne voyagera même plus. Mais alors là, de nouveau, il y a tout un schéma spéculatif dans le livre. Donc il y a une partie expérience. Je suis dans les avions et puis j'essaie de m'inquiéter de ce que pensent les gens autour de moi. Je dialogue avec eux, etc. Et puis il y a une partie spéculative qui est un peu liée à la prégnance des nouvelles technologies sur nos vies. Enfin, alors ça part du téléphone portable et puis après il y a des choses plus compliquées. Et moi, je crois qu'il est... on peut décider, chacun décidera si c'est une métaphore ou si c'est une spéculation qui, un jour, deviendra réelle. Moi, je pense qu'il est possible qu'un jour, on n'ait plus à se déplacer vers des objets, par exemple Venise, mais qu'on fasse venir Venise à nous. Ça simplifierait beaucoup de choses, ça ravirait d'ailleurs les écologistes, pour d'autres raisons, mais je crois qu'elles sont évidentes dans le discours de l'écologie. Mais ça, c'est le philosophe là qui réfléchit et qui pousse à son extrême la réflexion. C'est quand même assez peu probable, non ? Oui, c'est spéculatif. Bon, il y a quand même des mondes virtuels qui se perfectionnent assez vite. Et puis, il y a quelque chose qui apparaît dans le livre, qui est la théorie du post-humanisme, c'est-à-dire comment va-t-on faire pour se débarrasser enfin de ce maudit corps qui est malade, qui vieillit, qui finalement meurt. Et à partir de là, ça
ça dit très clairement qu'on aura le don d'ubiquité. Donc il y a quelque chose d'un schéma fou qui autrefois appartenait à la théologie, puis qui maintenant potentiellement devient l'apanage de la technologie. Et donc ça veut dire que peut-être un jour, c'est ce que je dis d'emblée dans le texte, alors je ne sais pas si on regrettera EasyJet, mais peut-être on regrettera le voyage en avion. Voilà, on verra. I'll be there next to you. I'll be your hiding light in the dark. If you take the time to look around, if you take the time to look around, I know you feel sad, it's hard. Nobody understands you. I'll be your light in the dark. I'll be your light in the dark. I know what you've been through. I'm your one and only friend. I'm an invisible man. I know what you've been through. I'm your one and only friend. I'm an invisible man. Look at the sky and try to grab a star. No matter if you shy, the end is not far. Look at the light, no need to fight. We have a solution, it's not an illusion. Just listen to my voice, I will show you the way. Sometimes it's hard for you to survive. Everything seems so great. You don't know why, but you gotta believe in me. I know you will be free. Just count till 1, 2, 3. I know what you've been through. I'm your one and only friend. I'm an invisible man. I know what you've been through. I'm your one and only friend. I'm an invisible man. I'll be there next to you. I'll be your hiding light in the dark. If you take the time to look around, I'll be a light in the dark. I know what you've been through. I'm your one and only friend. I'm an invisible man. I know what you've been through. I'm your one and only friend. I'm an invisible man. I'm an invisible man. La compagnie Orange a répertorié 60 millions de voyageurs en 2013, 42% de vols au départ de Genève. Écrire, c'est d'abord s'asseoir, et plutôt que de s'asseoir devant un bureau, l'écrivain globetrotter Alexandre Friedrich a choisi de s'asseoir dans un avion pour observer ses collègues voyageurs. Ladies and gentlemen, your attention please. Air France Flight 796 and Delta Air Flight 8540 to Bamako is now ready for boarding. We invite all passengers to proceed gate C89. We thank you again for your patience and wish you a very pleasant flight. Alexandre Friedrich, donc en une vingtaine de jours, 17 vols, si j'ai bien compté. On va redire aussi à nos auditeurs les destinations, en gros, pour qu'ils aient une idée de ce que vous avez fait pendant ces 20 jours.
Oui, je vais surtout vous dire comment j'ai fait, parce que ça apparaît pas dans le livre. Donc j'ai pris une carte de l'Europe, sauf erreur, ça doit être celle que donne EasyJet dans son magazine, distribuée à bord. J'ai pointé sur les destinations donc qui apparaissent sur la carte, et ensuite j'ai tiré les traits de façon de gauche à droite, de façon toujours aberrante. Donc plutôt que d'aller, par exemple, de Zagreb à Ljubljana, qui est à 1 heure de bus, je suis allé de Zagreb à Londres et de Londres à Ljubljana. Donc autrement dit, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de temps dans les avions et bien sûr dans les aéroports. Pourquoi vous aviez envie de ça ? Parce que l'idée c'était, si vous voulez, c'est un peu comme l'étudiant qui prend Interrail la première fois, il se dit chouette, on va dormir dans la couchette, comme ça on paye pas l'hôtel. Voilà, là c'était pas pour pas payer, c'était pour pas quitter. C'est encore plus bête comme raisonnement, c'était pour ne pas quitter ce milieu de l'aviation et des aéroports. Alors les 17 destinations, elles sont toutes en Europe, sauf une qui est, disons, excentrée, c'est l'île de Madère, portugaise, et puis Tel Aviv. D'accord. Alors donc voilà, les destinations sont là, vous vous engagez à partir. Qu'est-ce qui se passe aussi dans votre tête ? Vous avez forcément envie d'essayer de faire des espèces de petits micro-trottoirs en parlant aux gens, en essayant de comprendre comment ils vivent ces voyages EasyJet ? Non, alors c'est malheureusement le contraire, c'est-à-dire que je pars sans aucune idée préconçue, donc je suis très inquiet. Je suis très inquiet à l'idée. D'abord, ça c'est technique, mais c'était quand même assez risqué. Donc vous savez qu'on imprime ces cartes d'embarquement. Donc j'ai 17 cartes d'embarquement dans la poche en papier, sur du papier A4, et je me dis bon très bien, si le premier vol rate, je vais pouvoir jeter les 16 autres cartes d'embarquement, donc perdre 16 vols. Bon alors c'est pas tellement une affaire de prix, c'est juste dommage, surtout que je me serais retrouvé ce jour-là à Athènes, donc il aurait fallu rentrer en plus. Voilà. Donc ça ne se produit pas. Alors pour dire quelque chose de positif en faveur de la compagnie, qu'on embête, je crois, tous les jours à lui demander si elle a lu, si ses responsables ont lu le livre. Aucune minute de retard sur 17 vols, fantastique. Et puis la deuxième chose, j'y reviens, donc c'est je n'ai pas d'idée préconçue, donc je me dis tout de même, mais si je n'arrive pas à écrire une seule phrase parce que le sujet n'est pas porteur, ça n'est pas intéressant, donc je vais vraiment m'ennuyer. Et alors heureusement, les deux choses sont assez vite déjouées, c'est très intéressant, contrairement aux apparences. Enfin, ça sera au lecteur de juger, mais moi, je me suis beaucoup intéressé à mon sujet. Et puis tout fonctionne bien, donc jusqu'à Tel Aviv, y compris au retour, voilà. Alors ma question c'était rencontre avec les autres voyageurs. Bah oui, quelques réflexions des autres voyageurs apparaissent dans votre livre. Alors il faut un certain effort, et ça m'a vraiment surpris, pour discuter avec les gens. Parce que je reviens à la question que vous posiez pour ce qui est de l'enfance. Je me souviens que c'était une fête d'aller en avion. Vraiment, on en parlait, enfin, pas seulement quand on était enfant. On disait à nos amis, voilà, je vais prendre l'avion, là, fantastique. Et quelle sorte d'avion et tu vas où, combien de temps? Bon, maintenant, on monte dans un avion, c'est comme prendre un bus ou pire, un métro, et on se dit, ah zut, quelle promiscuité, tous ces gens. On est des veaux un peu, quand même. Voilà, mais hein. c'est vraiment ça. Non, mais il y a un phénomène stabulation. Et, d'ailleurs, vous le dites, c'est pas moi. Non, moi je dis quelque chose d'affreux, c'est conditionner le passager comme on conditionne les poulets en usine. Hein. Exactement. Voilà, mais je crois que c'est vraiment comme ça. Et la première chose qu'on se dit, en bon égoïste, on se dit, ah zut, il y a quelqu'un à côté de moi. Or, il y a toujours quelqu'un à côté, hein, vous savez. Et on continue à espérer qu'il y ait des places vides, mais il y en aura pas, alors faut le savoir. C'est le génie du low cost, c'est évidemment l'algorithme, hein, voilà, qui fait fonctionner la vente des billets de façon à ce que ça soit toujours plein ou presque. Et alors là, il faut un certain effort, en raison des conditions que je viens d'énumérer, pour, sans gêner son voisin, parler avec lui. Bon, alors je l'ai toujours fait, ça a toujours été très sympathique. Et évidemment, chaque expérience est différente. Donc, il y a des gens qui prennent pour la première fois un avion, donc d'abord qui sont très inquiets. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont complètement blasés, qui vous disent « Ah non, mais bon, c'est comme si je conduisais ma voiture, sauf que j'ai pas à conduire. » Donc, il y a de tout. Et ça montre bien que c'est un modèle qui a essaimé, qui est devenu la norme. Voilà, c'est la nouvelle norme du déplacement en avion. Et je me demandais, j'ai donné une lecture récemment à Genève, et je me demandais, bon c'était pour, évidemment pour faire rire, je me demandais si, moyennant de ne plus faire payer l'avion, les gens accepteraient de se mettre dans des valises. En tout cas, le schéma est de plus en plus contraignant. Ça, c'est historiquement vérifié. Donc le premier vol, c'est 1997. Donc si je calcule bien, on est 15 ans, 20, non, on est 25 ans, je me suis trompé tout à l'heure. Donc c'est 25 ans après. En 25 ans, le modèle a été affiné. Qu'est-ce qui s'est affiné ? Alors d'abord, la conception de l'intérieur des avions, quand même, hein. Donc il y a moins d'espace, de fait. Tout le régime des valises, hein. Tout le monde sait, mais même s'ils voyagent que depuis 2-3 ans, que c'est quand même de plus en plus contraignant.
Et puis, en général, souvenez-vous, ça, il y a 10 ans, on n'avait pas à travailler pour la compagnie avant de partir. C'est pas nous qui imprimions les billets, c'est pas nous, etc. Voilà. On avait encore une hôtesse. Voilà. Bon, alors donc il y a quand même beaucoup de choses. Si vous voulez, le modèle, il est progressif. Et puis, c'est la technique du dégagement d'une plus-value, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent toute la journée pour savoir comment dégager de plus en plus de bénéfices. Voilà. Bon, le bénéfice, il est faible, mais évidemment, on peut quand même l'augmenter. Voilà, c'est ça au fond, ce que vous avez compris, c'est que c'était comment économiser de plus en plus, c'est ça le principe des managers d'EasyJet. Alors je vous cache pas que, de nouveau, pour revenir aux lectures, il y a des gens qui sont très fâchés, donc ils sont fâchés envers moi, et puis ça m'étonne toujours qu'ils me disent, mais enfin c'est incroyable, jusqu'à un certain point vous défendez ce modèle, vous admirez le fondateur de la compagnie. Et je leur dis, attendez, faisons la part des choses. Le fondateur de la compagnie, qui est un grec chypriote, est assez génial en un sens parce que... Vous appelez Stelios, d'ailleurs. Voilà, c'est son prénom. Oui. C'est parce que son nom est compliqué à dire, bon, donc on va pas s'y aventurer. Mais donc, est-ce que vous l'admirez? C'est ça la question. Je trouve que il est assez admirable en cela qu'il s'attaque à un marché qui est saturé. Tout le monde sait qu'il n'y a que 2 fabricants d'avions. Tout le monde sait quelles sont les conditions obligatoires pour faire décoller un avion, le prix du kérosène et ainsi de suite. Donc il n'y a pas grand-chose. L'innovation n'est vraiment pas évidente. En fait, attaquez-vous à n'importe quel marché si vous faites une start-up, pas à l'avion. Lui, il fait exactement le contraire. Et à partir de là, alors il y a toute une démonstration sur la façon dont, je suppose, il a réfléchi. Et il aboutit à l'idée qu'il suffit de baisser la marge de bénéfice, donc concrètement gagner moins par vol vendu, mais vendre plus de vols. Et alors évidemment compresser tous les coûts, ce pourquoi il y a moins d'hôtesses, des hôtesses moins bien formées, etc., etc. Et c'est assez génial parce que, au fond, c'est très audacieux. Dans un premier temps, d'ailleurs, ça ne marche pas. Et puis, ça prend vraiment toute une dimension nouvelle qui maintenant fait référence dès lors que l'Internet entre en jeu. Et c'est là qu'il y a simplification. Et tout le monde s'est aligné, tout le monde. Alors c'est ça, Alexandre Friedrich, qui est intriguant, en effet, et c'est une question que vous posez à plusieurs reprises, c'est que voilà, ça fait de nous un autre voyageur, une autre personne aussi. On est des espèces de, je disais, des veaux, un peu quand même. Je crois qu'il faut le dire. À la fois naïf, à la fois docile. On est très docile. C'est terrible. Comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'on soit aussi docile? Alors on râle, on ronchonne, dans les fils on ronchonne, mais on est docile. Oui. Moi, je crois que... Alors, ce serait intéressant de vérifier si un tel modèle pouvait fonctionner sur un autre continent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je viens de le vérifier la semaine dernière, parce que j'étais dans le nord du Cambodge. Et il y a une compagnie qui fait le même travail. Pas de façon aussi contraignante, mais c'est là qu'on va revenir à votre question, qui s'appelle AirAsia. Simplement parce que je pense que nous sommes devenus, en Europe, très dociles. Les Américains, paradoxalement, ils le sont moins, parce que c'est un grand pays qui a beaucoup d'espace et qu'en plus, alors je vais dire quelque chose de vraiment cinglant, un tiers de la population est obèse, comme vous le savez, ce qui pose beaucoup de problèmes pour le low cost. Parce qu'il y a vraiment une question de poids. Vous savez que le poids, c'est du kérosène c'est de l'argent, et ainsi de suite. Donc, mais quand on calcule le transport du citoyen comme ça, évidemment, on est dans un cynisme éhonté qui s'appelle marketing. Alors, pour en venir à la docilité, eh bien, les gens sont très... Alors, vous dites que les Américains sont moins dociles que nous? Moi, je pense qu'ils sont moins dociles parce qu'ils ont un rapport à l'espace qui est différent. Nous, on est dans un espace saturé, mais qu'on a de la peine avec cette saturation. Alors que l'asiatique, par exemple, bon, si j'ai bien vu les choses, mais je vais assez souvent en Asie du Sud-Est, sont des gens qui ont un rapport à l'espace très modeste. Ils peuvent faire beaucoup de choses dans 1 mètre carré. Nous, c'est pas certain. Et je crois que ce phénomène de docilité, il faut pas tellement dire que c'est une des conséquences de l'imposition du modèle low cost. Je crois qu'hélas, c'est une réalité politique. Avec ou sans low cost, c'est ça que vous êtes en train de dire. Très clairement de la vie au quotidien dans nos villes, particulièrement en Suisse, qui est un pays saturé en termes démographiques. Donc vous expliquez la docilité par... On se plie tous les jours à de plus en plus de règles en Europe. J'entends bien des règles, pas des lois. Deux choses distinctes, parce qu'il y a des couches juridiques, et les règles sont beaucoup plus importantes numériquement que les lois. Et je crois qu'on est ce client, ce passager captif qu'on décrit, celui qui vole avec une compagnie low cost, est déjà
un citoyen captif. Donc, si vous voulez, c'est la société qui le prépare à admettre, moi j'appelle ça des humiliations en partie, hein, quand on enlève ses chaussures devant tout le monde, juste si on se déshabille pas dans certains cas, je pense que c'est une forme d'humiliation. Bon, juste si on se déshabille pas dans certains cas, je pense que c'est une forme d'humiliation. Bon, on va pas non plus, si, un petit faut peu pas exagérer, quand même, mais si. C'est gênant tout de même. Ouais. Je crois qu'on est d'accord de subir cela, mais parce qu'on subit déjà beaucoup de choses équivalentes au quotidien. Et puis, au fond, il y a quand même l'argument financier qui fait qu'on est prêt à tout. Parce que si on prend EasyJet, on met le poing dans la poche parce que, évidemment, on paye rien du tout. Alors ça, c'est certain. Hein, c'est certain. Et de fait, il y a des gens qui disent ça n'est pas tellement moins cher, mais si. Il faut avouer que c'est beaucoup moins cher. Que ça ne l'était, par exemple, il y a 10 ans. Il n'y a aucun doute. Détour, Madeleine Caboche. Des envies dans les pentes là, c'est vieux comme le monde. Des envies là, il en tombe. Attention, je peux faire ça. Attention, dans les pentes là. Mais j'ai des promesses à tenir avant les forêts, avant de dormir, avant les forêts, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller. Un jour, qui sait, je reviendrai là, on me verra tous là, on me verra tous t'implorer. Nuit, j'irai derrière, j'irai droit comme un hibou. La peur à d'autres, la peur. J'ai des promesses à tenir avant les forêts, avant de dormir, avant les forêts, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller. Un jour, qui sait, je reviendrai là, on me verra tous là, on me verra tous t'implorer là, on me verra tous là, on me verra tous t'implorer. Là, on me verra tous là, on me verra tous t'implorer. Donner aux clients le maximum pour un minimum d'argent, c'est le moyen que j'ai trouvé pour que les gens m'aiment, déclare Stelios, le fondateur de la compagnie Orange. Nous parlons du livre d'Alexandre Friedrich aujourd'hui, EasyJet aux éditions Alia. Observation sur 20 jours en 17 vols européens entre Lisbonne, Zagreb, Luton, Madère et j'en passe. พร้อมรัดเข็มขัดที่นั่งของท่าน
ในการนำเครื่องลงสู่ท่าอากาศยานเราขอความกรุณาท่านปรับระดับพนักพิงเก้าอี้ให้ตรงพับโต๊ะหน้าที่นั่งปิดเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ C'est Alexandre Friedrich en notre compagnie. On parle de ce livre que vous allez vous procurer parce que c'est jouissif et qu'on a été ravis de le lire. Un livre orange d'ailleurs, hein. Vous n'avez pas eu de souci avec ça? Alors ça c'est formidable. Vous savez que je n'aurais pas rêvé de faire cela avec un autre éditeur parce que l'éditeur, donc Alia à Paris, dit spontanément, j'osais pas lui proposer, j'étais un petit peu gêné, et c'est très bien. Et nous allons pirater le logo et nous allons pirater la couleur. Il va de soi que la couleur est déposée, protégée par la propriété intellectuelle, de même que le logo, on appelle ça comment, l'identité visuelle. Et donc tout a été piraté, et c'est très bien. Et sa réponse était encore plus amusante. Il m'a dit, mais très bien, s'ils veulent nous attaquer, qu'ils veulent se ridiculiser, qu'ils le fassent. Et voilà. Et donc le livre s'appelle EasyJet. Non, ils ne l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas fait, non. Bon, mais je tiens à dire que moi j'ai de la sympathie, malgré, en dépit de mes critiques qui sont évidemment très nombreuses, pour cette compagnie, puisque je Vous êtes un peu paradoxal. Je pense continuer à l'employer, donc voilà, je vais pas faire semblant. Quelqu'un m'a dit, c'est terrible, vous dites cela uniquement parce que vous avez un verre de champagne à la main, que vous voyagez tout le temps en première classe. Alors, je vous assure que non. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce que là, vous m'avez tout de suite dit, mais enfin, c'est pas une charge. Alors c'est vrai, c'est pas une charge, hein, je confirme. Mais enfin, il y a quand même 2-3 vérités que vous nous assénez. Oui, non, il s'agit plutôt de décortiquer un modèle pour ne pas être le dindon de la farce, si vous voulez, parce que si vous en restez à ce que la compagnie dit d'elle-même à travers ses affichages qui sont massifs, à travers ses publicités, alors EasyJet c'est tout le reste et il n'y a rien de mieux. Ça c'est faux, évidemment. Pour autant, il ne s'agit pas de faire un réquisitoire contre EasyJet. Pourquoi, Alexandre Friedrich, vous avez choisi de bloquer ce temps sur 20 jours? Vous dites 20 jours plutôt que... plutôt qu'une fois, enfin je sais pas, plutôt que effectivement, pour mieux pénétrer l'univers. Parce que c'est surtout parce que je crois que ce système aéroportuaire, donc cette fois j'utilise ce terme-là dans son ensemble, entre le moment où vous sortez, disons pour prendre Cointrin, du bus, du TPG, vous entrez dans l'aéroport, et le moment où vous ressortez de l'autre côté, donc dans la ville où vous rendez, donc ce système aéroportuaire, il est extrêmement aliénant. Mais on s'en aperçoit pas, parce que si on voyage une fois tous les 3 mois, ou disons que c'est une parenthèse qui est bienvenue parce qu'on est de bonne humeur. Quand vous faites ça 20 jours d'affilée, c'est-à-dire jusqu'à 12 heures par jour, parce que chacun le sait, mais c'est une évidence, je crois, utile à rappeler, qu'un vol de 1h40, c'est au minimum 6 heures, porte à porte. Avec le bus, voilà, le temps d'attente, c'est ça? Voilà, les fils, les douanes, l'attente. On vous dit toujours, n'arrivez pas en retard. Vous savez, le monde n'attend pas. Fantastique slogan d'EasyJet qui dit bien que si vous êtes en retard, c'est tant pis pour vous. Ça veut dire que vous avez perdu votre argent et que vous pouvez rentrer chez vous et recommencer l'opération le lendemain. Voilà, donc c'est quand même 6 heures. Donc il m'est arrivé pour un vol un peu plus long, c'est vrai, de passer 12 heures d'affilée. Et alors, là, évidemment, j'aurais pu décompter en allant à l'extérieur, mais je dormais dans les aéroports. Vous savez qu'il y a des hôtels dans les aéroports. Ça permet de bien sentir, pas seulement de penser, mais de sentir ce qu'on nous fait subir. Vous êtes admiratif des publicitaires d'EasyJet? Je pense qu'ils sont très fins. Je pense aussi que ça prend beaucoup de temps de trouver des solutions neuves. Mais c'est indéniablement par là que la compagnie s'est distinguée dans un premier temps en sachant vendre ses vols. Et elle continue de le faire. Donc elle est vraiment, je pense qu'il y a une grande partie de son investissement passe à trouver des publicitaires avec des bonnes idées. Oui, parce que je raconte cette chose étonnante que j'ai découverte, que je connaissais pas. Donc, lui est un citoyen anglais, désormais, le fondateur d'EasyJet. Stelios, appelons-le voilà par son prénom. Et à un moment donné, il essaie vraiment d'utiliser tous les leviers. Il se dit, bon, il y a des gens qui ne voient, malgré ce qu'on vient de dire, nous voyageons tous. Non, c'est faux, évidemment. Il y a des gens qui ne voyagent jamais. En plus, en Angleterre, il y a quand même tout un monde du travail au sens voilà, ouvrier, voilà. Et donc, il s'est dit, je vais aussi faire voyager ces gens. Alors là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il met en diffusion une série télévisée
qui lui coûte 0 francs parce qu'il filme les passagers de ses propres avions dans les aéroports et il montre ça à la télévision. Et puis quand je lis ça, je me dis mais ça ne peut pas fonctionner un truc pareil. Et si, ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, 100 épisodes et ça a vraiment convaincu des gens à qui il n'était jamais venu l'idée de monter dans un avion que eux aussi pouvaient le faire. Comme quoi, en effet, ils ont un schéma marketing vraiment fin. Est-ce que vous avez cherché à savoir s'il y avait des râleurs? Parce que quand on essaie de vouloir râler, on ne sait pas bien à qui s'adresser. Alors, non, il y a beaucoup de gens fâchés. D'abord, les plus fâchés, c'est ceux qui ratent l'avion, évidemment, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas respecté les procédures. Ils sont assez nombreux, je pense. Tendanciellement, ils sont moins nombreux, bien sûr, mais au début, ils étaient assez nombreux. Et donc, là-dessus, furieux, adossés au modèle classique, ils rallument Internet et ils cherchent un numéro de téléphone. Alors, ne le faites pas parce qu'il n'y en a pas. Et ensuite, il y a des questions. C'est ça, c'est qu'on a personne à qui parler. C'est ça qui est aussi incroyable. Non, vous êtes vraiment face à un schéma robotisé. Alors, nous allons répondre ici à vos questions. Oui, mais les questions, c'est pas vous qui les posez, c'est les questions souvent posées, hein, comme les FAQ. Donc, en fait, vous ressortez de la lessiveuse désespéré. Voilà. Vous étiez énervé, maintenant vous êtes désespéré. Alexandre Friedrich, on a commencé à comprendre que quand vous étiez enfant, vous voyagez beaucoup parce que vous aviez une famille qui vivait dans certaines grandes villes européennes, et pas seulement européennes d'ailleurs. Hein. Il y a eu Helsinki, mais il y a eu aussi Hanoï. Le Mexique, le Vietnam. Ouais. Alors maintenant, on va parler voyage avec vous. Voyage, donc pas Très transport. Très bien, on sort du transport, c'est bien. Vous dites, je suis un voyageur fréquent. Donc c'est vrai, c'est quoi un voyageur fréquent? Je parle le plus possible. Je pars sur des destinations courtes, donc là on revient à un autre sujet. Mais là, par exemple, je suis rentré il y a quelques jours d'Asie. Donc je suis allé dans le nord du Cambodge, sur la zone frontalière avec la Thaïlande, où une guerre vient de s'achever, enfin une guerre larvée on dira, hein, parce qu'elle durait depuis très longtemps. De nouveau, je suis allé là-bas sans savoir exactement ce que je ferais, puis j'ai loué une moto, je suis allé dans les campagnes. C'est tout à fait autre chose, évidemment. C'est-à-dire que... Mais là, vous alliez chercher quoi? Alors, je voulais voir cette partie du Cambodge que je connaissais pas. Et finalement, d'abord, c'est une destination quand même assez récente, le Cambodge. Hein, ça évoque pour tout le monde des mauvais souvenirs. Oui, parce que ouverture quand alors, non, tout le monde connaît cette merveille que la plupart des gens commencent à avoir vue, qui s'appelle Angkor. Et puis, temple d'Angkor, hein, voilà, temple mais Khmer. Les temples d'Angkor, Khmer. Mais en fait, la visite, disons, possible pour tout un chacun est assez récente. Ça remonte au début des années 90. Inutile de vous dire qu'en dans les années 2000, il n'y avait pas grand monde. Et alors, ça fait du Cambodge aujourd'hui un point d'attraction, mais uniquement sur une ville. Et ça, c'est étrange. C'est-à-dire que quand vous quittez cette ville, bon, vous faites encore 10 kilomètres, voilà, il y a encore 2-3 temples. Après, il n'y a plus personne. J'exagère, disons, 30 kilomètres. Et après, il n'y a plus personne. Voilà. Et je voulais donc aller voir ce qu'il en était. Et puis, c'est évidemment une autre figure du voyage. Donc, c'est un voyage où il faut prendre sur soi. Ça se complique un peu, quoi. Ça se complique pourquoi? Ça se complique parce que, en général, ça se complique partout pour la même raison. D'abord parce qu'il n'y a plus de route. Ensuite, parce que on croit toujours aujourd'hui que la langue anglaise est véhiculaire partout, jusqu'au fin fond du monde. Alors bon, il y a en effet de la mondialisation, mais très vite, plus personne ne parle anglais quand même. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a presque plus d'infrastructures, donc il faut se demander où dormir. Donc, on finit quand même par trouver des endroits où dormir, mais sinon, il faut dormir chez les gens, quoi, voilà. Ça change parce que ça rend le voyage quand même beaucoup plus authentique, beaucoup plus fatigant, bien sûr. Hein. Donc là, on fait pas 17 déplacements en 20 jours, disons, on ralentit un peu. Il y a toujours une question de vitesse et de lenteur. Et là, vous avez dormi donc chez les gens? Voilà. Alors en partie, j'ai trouvé quand même on finit par trouver parce qu'il y a des hôtels de commerce, comme on dit, hein, comme dans la France des années 50 ou voilà. Non, on trouve quand même, mais il faut bien chercher, quoi. Donc vous avez vu ce que vous vouliez voir? Voilà. Alors, en fait, il y a un paradoxe, c'est que il y a rien à voir. C'est-à-dire que les arbres sont différents, la terre est différente, le soleil se couche de façon différente, la langue n'est pas les mêmes, les gens sont d'une autre race, et ainsi de suite. Et pour autant, il n'y a rien à voir. Mais c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que quand vous allez à Barcelone, donc moi j'aime beaucoup Barcelone, c'est la 3e fois que j'y reviens, mais c'est pas le propos. Si vous allez voir la Sagrada Familia, ou plutôt si vous n'allez pas la voir, vous avez raté quelque chose à Barcelone. Bon, quand vous êtes, je ne saurais pas vous dire le nom, mais si, Kampong Tom. Quand vous êtes à Kampong Tom, je l'aurais oublié dans quelques jours, dans le nord du Cambodge, en direction du Laos et de la Thaïlande, il n'y a rien à voir.
même si vous cherchez, il y a rien. Il y a des gens qui boivent, qui mangent, qui sont assis, qui travaillent, qui sont là, qui habitent. Il y a rien. Et finalement, c'est là qu'on se rapporte vraiment à soi-même parce qu'on se rapporte à quelque chose de différent. Je crois que c'est bien. Je crois que le voyage, c'est ça. Parce que ce que vous dites aussi dans ce livre sur EasyJet, c'est que on est en train de, je sais plus si c'est là-dedans ou ailleurs, on est en train de perdre notre intériorité. Mais alors moi, c'est vraiment un sujet d'inquiétude, et c'est d'ailleurs le prochain livre que j'écris, qui sera un essai qui porte sur la disparition de l'intériorité. C'est-à-dire ? Alors, par intériorité, bon, c'est assez lourd comme terme, hein. En gros, on rapporte ça à Saint-Augustin en général. Mais ça, c'est dans un schéma chrétien. Ensuite, le terme, il est utilisé tous les jours par tout le monde. Intériorité, chacun y mettra ce qu'il veut. Mais je crois qu'intuitivement, on entend bien que on n'est pas simplement un sapin de Noël qu'on garnit de choses venues de l'extérieur. Ici, une étoile, un iPad et ceci et cela. Je crois qu'on a vraiment quelque chose en soi qui fait qu'on considère comme inaliénable, qui fait que je suis moi et non pas quelqu'un d'autre. Hein. On n'est donc pas indifférent, on est très différent. Et je crois qu'il y a... Ça, on nous le vole ? On est en train de nous le voler ? Je pense qu'il y a une mise à mal, en fait. Je dirais mise à mal, c'est-à-dire que je regarde très clairement la nouvelle génération à travers mes enfants. Je pense qu'ils sont en grande partie construits de l'extérieur. Alors, je dis pas que ça commence maintenant. Ça a commencé il y a très longtemps. Je pense que ça s'accélère. Et je pense que c'est un vrai problème. Et je pense que, je vous disais, j'ai voyagé aux États-Unis. En l'occurrence, c'était dans l'Ouest, qui n'est évidemment pas comparable à une ville comme New York, hein, parce que New York, c'est pas les États-Unis. Et je crois qu'il y a vraiment une construction par l'extérieur. Et je crois pas que ce soit très positif. Quoi. Ça fait quoi, d'être construit par l'extérieur ? Une coupure historique. Je pense qu'on est coupé de l'histoire. On est coupé de l'histoire, de la grande histoire. On est coupé de notre histoire. Et donc, finalement, on ne sait plus très bien qui on est. Et quand on ne sait plus très bien qui on est, alors on est remplaçable. Et si on est remplaçable, on est quelqu'un qui a sans cesse besoin de se situer. Et là, on en revient au marketing. C'est-à-dire que c'est le rêve du spécialiste en marketing, c'est de vous dire, de vous prescrire en permanence des identités parce que c'est payant. Et le voyage peut fonctionner comme ça. Retrouve-toi, va te bronzer à Ibiza. Vous voyez, je suis pas aussi bon qu'EasyJet. Donc oui, l'intériorité est à sauvegarder, absolument. Et c'est si on la perd qu'on devient aussi docile. Absolument, oui, oui. Et il n'y a plus de limite. C'est-à-dire, si vous ne savez plus exactement, je crois qu'il ne faut pas savoir exactement, c'était faux, mais je crois qu'il faut savoir un peu et même beaucoup qui on est, exactement, ce serait tout aussi rédhibitoire. Mais est-ce que vous diriez que vous avez la bougeotte ? Là, j'inverse complètement le discours. C'est vrai que je voyage beaucoup. Bon, je viens de dire le Cambodge, ça fait un peu l'enfant gâté qui se promène aux quatre coins du monde. Cet été, j'ai fait tout à fait le contraire. J'ai transporté 100 kilos de matériel sur la montagne dans l'Obersimmental, un endroit où j'ai repéré parce que je me suis perdu comme on se perd quand on fait des balades. J'ai trouvé très bien, à 2000 mètres. Et j'y suis resté... C'était quoi ce matériel ? Il fallait que je sois en autonomie. Donc, autrement dit, c'était principalement de l'eau, de la nourriture, des habits chauds et puis du matériel de protection parce que c'était en septembre et j'ai eu 30 cm de neige. Donc les conditions étaient assez difficiles et je suis resté 20 jours sans bouger. Mais vraiment sans bouger, comme un ermite alors dans là, sa grotte. Alors là, quand je dis sans bouger, c'est sans bouger. C'est-à-dire, c'est dehors couché sur le dos ou dans la tente couché sur le dos. C'était les deux options. Pas assis. Bah si, la tente était tellement fine que je pouvais pas m'asseoir dans la tente, donc c'était réglé, puis dehors il faisait trop froid. Donc voilà, là c'est une expérience tout à fait contraire. Mais ça vous... Et c'est un voyage aussi. Mais c'était pourquoi ? Alors je voulais voir si, en étant totalement incommuniqué, c'est-à-dire je n'ai pas lu, je n'ai pas écouté de musique, je n'ai donc pas écouté de radio non plus, aucun son, et je n'ai pas écrit. Je voulais savoir à quel moment l'activité spirituelle ou plutôt mentale baissait de registre et puis baissait de volume au point qu'on n'arrivait plus à produire grand-chose, c'est-à-dire plus à s'entretenir soi-même. Je voulais savoir si tout ça allait ralentir. Et puis, bon, après c'est compliqué de vous expliquer, mais je pense que oui. Je pense que ça ralentit assez vite. Ah oui, j'aurais dit le contraire, moi. Non, j'étais très surpris. Alors bon, je précise, je suis pas croyant. Ouais. C'est peut-être différent si on est croyant, mais en tout cas... Mais c'est quoi qui ralentit ? Donc, je crois qu'il n'y a plus d'apport extérieur. Alors avant, on a dit construction par l'extérieur, en jugeant ça relativement négatif. Je crois que quand il n'y a plus, disons, échange, qu'il n'y a plus aucun rapport à l'extérieur, il y a aussi un phénomène d'entropie. C'est-à-dire que on perd l'activité vraiment, se réduit.
Et on devient en fait assez pauvre, ce qui peut être très positif en même temps. Hein. Et bon, alors après j'en ai tiré des conclusions qui sont pas, c'est pas, je peux pas vous les dire en une phrase, donc c'est l'objet du livre. Ça m'a surpris, ça m'a un peu déstabilisé quand même. Je dois vous dire, c'était pas. Vous attendiez pas à ça? Mais je m'attendais de nouveau à rien parce que je pouvais pas partir avec une idée préconçue, sinon c'était pas la peine de partir. Mais c'était une expérience assez étonnante, quoi. Ça m'a quand même secoué, je dois dire. Tout à coup, la question qui est posée, c'est que sais-je faire de moi-même quand je suis seul? Et finalement, on peut se poser la question en continuant d'être chez soi, avec ses amis, avec sa famille, mais quand on se la pose dans ce type de conditions, je crois que forcément la réponse n'est plus la même. Ouais. On va laisser la conversation comme ça, un peu en suspens, hein, parce que on est dans la philosophie, pas très loin là. Hein, vous êtes d'accord? On s'en approche en effet. C'est bien. C'est quoi le prochain voyage? Alors, écoutez, c'est tout à fait autre chose. C'est pas vraiment un voyage. Je vais faire un exploit, en tout cas à mon maigre niveau. C'est-à-dire que je vais faire une compétition qui s'appelle les 101 km de la Légion étrangère, en l'occurrence en Espagne, qui consiste à rouler 80 km dans la montagne, puis à courir un demi-marathon. Alors, on verra bien. Voilà, c'est un voyage sur à peu près, je sais pas exactement, hein, mais peut-être 10 heures, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire ça en 10 heures, autrement vous êtes disqualifié. Je sais plus exactement le nombre d'heures, mais voilà. Donc c'est un voyage court et intense. Et là, il n'y aura pas la question... Il n'y aura pas beaucoup de questions, là. Il y aura beaucoup de sueur et pas beaucoup de questions. Vous viendrez nous raconter? Volontiers.